Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Alors nous revoilà pour une de mes émissions préférées sur nos instincts. Et en particulier, on va parler ici de coévolution, c'est-à-dire d'une évolution qui est liée avec l'évolution d'une autre espèce. Donc du chien qui est le meilleur ami de l'homme. Dans cette épopée, la fin de l'histoire sera notre introduction. Je me revois adolescent, accueillant un nouveau membre de la famille. Ce n'est pas un petit frère ni une petite sœur, mais c'est un chien. Plus précisément un bobtail, une magnifique boule de poils que mes parents viennent d'acheter. Très vite, il devient plus qu'un simple animal. Il a des comportements attachants. Quand on revient de l'école, il nous accueille avec enthousiasme. Il joue avec nous et veille sur nous quand nous sortons. Dès le début, un véritable lien se tisse. Un attachement profond qui fait de lui un membre à part entière de la famille. Parmi vous, tous ceux qui ont déjà vécu avec un chien comprendront cette complicité. Ce n'est pas qu'une question de dressage ou une question d'habitude, mais un instinct partagé. Une connexion inscrite au plus profond de nous. Car cette relation entre l'homme et le chien ne date pas d'hier. Elle est le fruit de milliers d'années d'évolution. C'est une alliance gagnante qui a façonné les deux espèces et nous a menés jusqu'à cette amitié indéfectible. Aujourd'hui, nous allons explorer cette incroyable histoire, celle de la première domestication, de la coopération et de l'attachement qui unit nos deux espèces depuis la nuit des temps. Allez, donc retour aux origines, on va parler du premier contact. Alors, pour comprendre la complicité qui unit l'homme et le chien, il faut remonter à peu près 50 000 ans en arrière, à une époque où l'humanité était encore composée de cueilleurs, de chasseurs, regroupés en petits groupes. Donc on le sait, c'est environ à cette époque que l'Homo sapiens quitte l'Afrique pour conquérir le monde. Certains traversent le Moyen-Orient et atteignent les vastes forêts et les steppes glacées d'Eurasie. C'est un monde hostile où ils doivent s'adapter pour survivre. C'est là qu'ils rencontrent pour la première fois le loup qui est bien installé sur ces terres. À cette époque, le chien n'existe pas et c'est le loup qui est son ancêtre. Mais attention, Sapiens n'est pas le premier hominidé sur ces terres. On trouve les Néandertaliens qui sont présents en Europe depuis plus de 400 000 ans. Et ils partagent déjà ce territoire avec les loups. Petite précision, contrairement à une idée reçue, les Néandertaliens n'ont pas complètement disparu, puisque leur ADN est encore parmi nous. Donc nous sommes aussi descendants des Néandertaliens. Preuve que des accouplements entre Néandertaliens et Sapiens ont eu lieu. Pourtant, la pression évolutive a favorisé l'Homo sapiens, qui a fini par prendre le dessus. C'est pour ça que l'on retrouve un faible pourcentage de gènes néandertaliens dans notre génome. Donc, finalement, il y a déjà les loups et il y a déjà des hommes, il y a 50 000 ans, avant que les sapiens arrivent. Et apparemment, ils étaient déjà en contact. Mais les recherches montrent que l'on n'a aucune preuve que les Néandertaliens aient réussi à avoir des liens avec les loups. Par contre, ce que l'on voit de manière très claire, c'est que peu de temps après l'arrivée d'Homo sapiens en Eurasie, donc environ vers moins de 30 000 ans, il y a une séparation génétique qui a commencé à s'opérer entre les loups et les chiens. C'est là que les premiers signes de domestication des chiens apparaissent. Cette divergence a été confirmée par des analyses ADN dans les restes fossiles de loups et des premiers chiens. Donc ces analyses ADN montrent que la lignée des loups et des chiens s'est séparée il y a environ 30 000 ans et ça confirme qu'il y a bien une domestication qui a opéré à cette époque, à l'arrivée d'Homo sapiens. Donc tout porte à croire que c'est Homo sapiens qui a réussi à établir une coopération avec les loups et à amorcer le processus qui mènera à la domestication du chien. Avant de vous expliquer comment ça s'est passé, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes et les loups sont des rivaux avant la domestication. Aucune complicité n'existait entre les hommes et les loups. Et même au contraire, ils étaient de féroces concurrents, parce que tous deux chassaient les mêmes proies, comme le bison, le cerf ou le renne. Ils vivaient en meute et protégeaient farouchement leur territoire. Et à cette époque, un affrontement entre meute de loups et un groupe d'humains pouvait être mortel des deux côtés. Donc vous voyez que dans ce contexte,
l'homme et le loup étaient vraiment des ennemis naturels. Et pourtant, contre toute attente, une alliance va peu à peu émerger. Une coopération gagnante qui changera à jamais le destin des deux espèces. Mais alors, comment deux prédateurs concurrents ont-ils fini par s'entraider? La réponse tient en un mot, la sélection naturelle. Donc déjà, il faut être clair, l'une des grandes forces d'Homo sapiens, c'est sa capacité à s'adapter, à être curieux et à exploiter les opportunités offertes par son environnement. Alors que, je le rappelle, les Néandertaliens avaient côtoyé les loups pendant des centaines de milliers d'années, sans établir de lien particulier avec eux. On a la preuve que les sapiens, en quelques millénaires seulement, ont su transformer cette relation en une véritable alliance. Mais comment ce processus s'est-il enclenché? Donc c'est maintenant que je vous l'explique. Alors, tout repose sur un mécanisme d'avantage mutuel et bien évidemment sur la sélection naturelle, qui a permis de favoriser les comportements les plus bénéfiques pour les deux espèces. Donc à l'origine, apparemment, ce qui s'est passé, c'est que des loups moins agressifs que d'autres se sont rapprochés des campements humains, pour par exemple profiter des restes de nourriture. Alors que les Néandertaliens auraient chassé ces loups pour les faire fuir ou pour les manger, les sapiens ont su tolérer leur présence. Alors, peut-être pas tous les groupes de sapiens ont su tolérer leur présence, mais en tout cas, les groupes de sapiens qui ont su tolérer leur présence ont rapidement bénéficié d'atouts stratégiques, parce que les loups qui étaient proches du camp grognaient et aboyaient lorsqu'un prédateur approchait, servant ainsi de système d'alarme naturel contre les menaces. Mais cette relation ne s'est pas limitée à un simple système d'alerte contre les dangers. D'autres avantages ont renforcé la coopération entre les deux espèces. Leur présence a aussi apporté une protection contre les prédateurs ou les tribus ennemies. Parce qu'en plus d'avertir de la présence d'un danger, les loups qui étaient proches du camp mais à l'extérieur du camp étaient les premiers sur la ligne de front. Donc ils pouvaient attaquer ou dissuader d'éventuels intrus. Donc un groupe d'humains accompagnés de loups, même en déplacement, était beaucoup plus difficile à attaquer. Cela a favorisé la sélection naturelle au niveau des sapiens qui avaient toléré les loups et de ceux qui ne les utilisaient pas pour se protéger. Cette complicité dans les climats froids, notamment durant les périodes glaciaires. Les loups ont pu bénéficier de la chaleur issue du feu des humains. Dormir avec les loups permettait aux hommes de conserver leur chaleur corporelle. Cette proximité physique a aussi renforcé les liens affectifs entre l'homme et l'animal. On peut parler aussi de l'aide à la chasse. Au fil des générations, les loups apprivoisés ont commencé à attaquer les proies pour les chasseurs, facilitant ainsi l'acquisition de nourriture. On peut aussi citer une aide au transport et au portage, puisque certaines races de loups ou de chiens domestiqués seront utiles pour le transport de charges, notamment dans les climats enneigés avec les chiens de traîneau. Donc avec le temps, ces loups semi-domestiqués ont commencé à évoluer différemment de leurs congénères sauvages. Les plus dociles et sociables ont été favorisés, car ils étaient mieux intégrés au groupe humain et avaient plus de chances de se reproduire. Leur taille et leur morphologie a changé. Ils sont devenus plus petits, plus expressifs et plus adaptés à la cohabitation avec les humains. Leur comportement a évolué, leur agressivité a diminué. Ils ont développé des capacités accrues à comprendre les signaux humains et à s'adapter aux besoins de leur groupe. C'est à ce moment-là qu'on trouve des caractéristiques physiques distinctes qui sont apparues, comme les oreilles tombantes, la queue relevée, le museau plus court, des traits qui progressivement les ont différenciés des loups. Ainsi, au fil du temps, cette relation opportuniste est devenue une alliance durable, transformant non seulement les loups en chiens, mais modifiant aussi le mode de vie des humains, qui ont appris à s'appuyer sur ces nouveaux compagnons pour survivre dans des environnements hostiles.
Donc, après plusieurs milliers d'années de coexistence entre les loups et Homo sapiens, on a assisté à un processus de domestication semi-consciente. Ce qui s'est passé a été sûrement progressif. Les hommes, donc on l'a dit, ont d'abord toléré les loups, puis ont encouragé la présence des loups les plus sociables. Il n'y a pas eu de domestication au sens actuel du terme. Le point déclencheur, en fait, c'est le moment où Sapiens a commencé à tolérer la présence des loups en leur offrant de la nourriture. C'est ce point qui a commencé à donner une pression sélective sur les loups les plus sociables. En fait, les loups qui étaient autour des campements humains et qui bénéficiaient aussi donc de la protection des hommes se sont plus facilement reproduits que ceux qui étaient perdus dans la forêt, ce qui a favorisé la transmission de gènes liés à la docilité et à la coopération. Donc avec le temps, les loups semi-domestiqués ont commencé à se différencier de leurs homologues sauvages, non seulement par le comportement, mais aussi par leur apparence. Parce que le signe des oreilles tombantes montre une réduction de l'agressivité, qui est observée aussi dans la domestication d'autres espèces, comme les renards, les lapins et les cochons. L'histoire de la queue relevée et des mouvements expressifs permettent de développer un langage corporel plus varié, facilitant la communication avec les humains. Pareil pour le museau plus court et les mâchoires moins puissantes. Parce que loin de la nécessité de chasser seul, ces nouvelles lignées de loups ont évolué vers des caractéristiques plus adaptées à la vie en société. On trouve la même chose sur le regard qui est plus expressif. Parce que les études montrent que les chiens ont développé des muscles faciaux permettant des expressions qui suscitent une réponse émotionnelle chez les humains, comme le regard du chiot. Donc j'insiste bien sur le fait que ça a vraiment été un processus involontaire. Parce que Sapiens n'a pas vraiment cherché à créer de nouvelles espèces. Mais cela a influencé l'évolution des loups, qui ont fini par donner naissance aux premiers chiens. Alors ces processus sont assez similaires dans d'autres espèces, comme par exemple les renards en Russie, où en seulement quelques générations, on arrive à sélectionner les individus les plus dociles. Là aussi, des changements physiques sont apparus, comme la fourrure, les oreilles tombantes, le comportement joueur. Alors, bien évidemment, vous l'avez compris, les loups ont été sélectionnés naturellement pour évoluer avec les humains, mais les groupes d'humains ont eu aussi une pression sélective, puisque ceux qui n'arrivaient pas à s'adapter à intégrer les loups par rapport à un autre groupe ont eu une pression sélective plus forte. Donc finalement, ce sont les deux espèces qui ont évolué ensemble, c'est pour ça qu'on parle de coévolution. Donc petit à petit, les humains aussi ont appris à reconnaître les intentions des chiens. Et une affection s'est développée envers les chiens, renforçant ainsi leur intégration à la société. Alors, en conclusion, donc avec le temps, cette coévolution entre les loups et les humains a donné naissance aux chiens bien différents de leurs ancêtres sauvages, les loups. Ce processus initialement involontaire a été ensuite renforcé par la sélection humaine. Si les premiers chiens étaient des alliés pour la chasse et la protection, la domestication s'est poursuivie au fil des millénaires avec l'essor des premières civilisations agricoles. Les humains ont ensuite commencé à sélectionner les chiens pour des fonctions précises. Gardiens de troupeaux, chiens de garde, chiens de traîneau, chiens de chasse. Et c'est cette diversification qui a progressivement donné naissance aux centaines de races de chiens que nous connaissons aujourd'hui. Et ce passage de l'histoire qui est important, pour la première fois, une espèce sauvage n'est plus seulement une proie ou un concurrent pour l'homme, mais un allié avec lequel il allait évoluer ensemble. Merci et au revoir.